Bonjour à tous. Vous avez une idée d'entreprise qui est géniale et vous souhaitez savoir comment la protéger et la faire croître? Avez-vous considéré l'incorporation? Dans la capsule d'aujourd'hui, je vais expliquer comment est-ce qu'on peut incorporer son entreprise pour justement mettre vie ou amener à la réalité son idée d'entreprise. Tout d'abord, il faut déterminer aussi qu'est-ce que l'incorporation. Il faut comprendre en fait quels sont les avantages, c'est quoi. Donc concrètement, une incorporation, c'est synonyme d'une société par action. Donc on vient constituer une société par action qui est vraiment distincte de l'individu. Puis concrètement, c'est vraiment de venir créer une entité qui va avoir sa propre réalité juridique, donc qui va pouvoir signer des contrats, ouvrir son compte bancaire, qui va avoir ses propres responsabilités, qui va avoir ses propres revenus à déclarer. Donc on vient vraiment créer une entité qui est séparée de vous en tant qu'individu. Et justement, un des avantages par rapport à ça, c'est le fait qu'on vienne protéger sa responsabilité. Donc concrètement, lorsqu'on crée une incorporation, on vient mettre son idée dans cette entité qui est séparée de nous. Donc elle est indépendante de nous et c'est l'entité qui vend le produit ou le service. Ce qui veut dire aussi, c'est que s'il y a un lien ou un litige ou un problème avec l'entreprise en tant que telle, ben, il est séparé. Donc, c'est vraiment sa propre responsabilité. Pour ces raisons, si quelqu'un veut venir protéger ses actifs personnels, l'incorporation est une bonne idée parce qu'on vient vraiment faire une distinction claire entre les actifs personnels que le propriétaire de l'entreprise détient et les actifs de l'entreprise. Donc, ce sont vraiment deux choses qui sont différentes, ce qui vient faire en sorte qu'on n'a pas vraiment de risque en termes d'individus qui opèrent l'entreprise, sauf si on signe des documents où on se porte caution. Un autre avantage par rapport à l'incorporation, c'est que contrairement aux individus, le taux d'imposition, il est fixe. Donc, on a des taux qui sont fixes selon les seuils de profit qui sont générés. Donc, c'est très différent et ça peut faire en sorte que bien structuré et au moment opportun, l'incorporation signifie qu'on peut économiser énormément d'impôts parce qu'on a un taux d'imposition qui va être fixe. Au Québec, on est autour de 20,5% jusqu'à 500 000 $ de profit. Si on n'a pas d'employés, le taux peut varier à la baisse aussi si on a plusieurs employés qui travaillent au sein de l'entreprise, mais lorsqu'on le fait au bon moment, l'incorporation peut nous permettre d'avoir des avantages parce que le travailleur autonome, lui, a un taux d'imposition qui est progressif. Dans une autre capsule, on en discute beaucoup plus amplement. Le prochain avantage aussi par rapport à l'incorporation, c'est au niveau de la crédibilité. Bien que ce ne soit pas mon avantage préféré parce que je n'y crois pas toujours, il s'avère que dans certaines circonstances, si on veut aller chercher du financement, on n'a pas le choix d'opter pour l'incorporation pour être en mesure d'émettre des actions à nos différents partenaires et ça peut aussi être vu comme étant un véhicule qui est plus crédible que lorsqu'on est travailleur autonome. Maintenant, avant qu'on aille dans le détail du comment, donc quelles sont les étapes concrètes pour pouvoir créer son incorporation, si on résume avec un exemple concret, c'est que là, on aurait exemple une personne qui est travailleuse autonome, Sarah, qui exploite son entreprise de consultation comme travailleuse autonome. Là, elle va opter pour créer une société par action qui est vraiment une entité qui est distincte de sa personne avec son propre compte bancaire, avec sa propre responsabilité. Et en optant pour l'incorporation, elle va avoir une entité qui va lui permettre d'aller chercher potentiellement du financement, peut-être plus de subventions qu'elle aurait pu le faire à titre individuel ou faire entrer un partenaire dans l'entreprise. Maintenant qu'on a vu l'application concrète de cette forme juridique, on va regarder comment est-ce qu'on peut la créer. Donc, par où commencer? La première étape consiste à déterminer est-ce qu'on veut une seule incorporation ou est-ce que notre structure va nécessiter d'en avoir plus d'une. Je m'explique. Si on sait qu'à court terme, on compte avoir différentes entreprises ou différents projets, on pourrait envisager d'avoir ce qu'on appelle une société de gestion qui vient détenir nos différentes filiales. Donc, à ce moment, on a une structure qui est un peu plus lourde à gérer, mais qui peut s'avérer bénéfique sur le long terme. On a une capsule où est-ce qu'on parle de la société de gestion plus en détail pour ceux qui sont intéressés. Ceci étant dit, une fois qu'on détermine qu'on en veut une, par exemple, on va donc opter pour la création de la société par action et on a l'option de le faire au niveau fédéral ou au niveau provincial si on est au Canada. Donc concrètement, lorsqu'on est au Canada, peu importe la province, on a l'option de créer une société qui est vraiment basée sur la loi provinciale ou une société qui est basée sur la loi fédérale qu'on vient ensuite enregistrer dans une province de notre choix ou dans laquelle on réside. Donc, à ce niveau-là, il faut vraiment déterminer est-ce qu'il y a des avantages particuliers entre l'un ou l'autre. La plupart du temps, pour nos clients qui vont faire affaire principalement au Québec ou même à travers le Canada, le fait d'opter pour une incorporation provinciale ou fédérale ne change pas forcément beaucoup de choses. Le seul avantage qu'on peut avoir en optant pour une société fédérale, c'est qu'il est plus facile de déplacer le siège social d'une province à l'autre si on déménage l'entreprise. Donc, on a un peu plus de facilité de le faire, mais c'est pas impossible non plus si on opte pour une société provinciale. Mais sinon, en termes d'imposition, on est vraiment soumis au taux d'imposition de la province dans laquelle est-ce qu'on est immatriculé, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas forcément plus d'avantages d'opter pour une société fédérale. Ensuite, une fois qu'on a choisi la loi sur laquelle est-ce qu'on veut s'incorporer, il faut déterminer aussi le nom. Donc, on a choisi le nom. Peut-être que vous avez un nom qui vous plaît, mais là, il faut s'assurer de réserver ce nom. Si vous avez un nom en tête, il faut vérifier sa disponibilité. Autant vérifier la disponibilité au niveau de la province de votre choix, mais aussi au niveau du Canada.
Donc, est-ce que le nom est vraiment disponible à travers le Canada? Parce que si votre nom est disponible au Québec, ça ne veut pas dire qu'il est disponible en Alberta. Et si éventuellement vous voulez faire croître votre entreprise à travers le Canada, vous établir dans d'autres provinces ou vendre à travers le pays, bien, la meilleure façon d'avoir l'exclusivité sur le nom est d'envisager d'avoir un dépôt de marque de commerce. On peut réserver le nom, par exemple, pour 90 jours, le temps qu'on puisse finaliser les démarches, mais réserver le nom et incorporer l'entreprise au nom de notre choix ne suffit pas pour avoir l'exclusivité sur ce nom. Donc, je ferme la parenthèse par rapport à la protection du nom, mais c'est un élément qui est important à savoir si on envisage, par exemple, de franchiser son concept, donc d'avoir plusieurs établissements, il est vraiment essentiel de voir avoir l'exclusivité sur le nom. Ensuite, il faut préparer la documentation pour procéder à son incorporation. Donc, lorsqu'on procède à l'incorporation avec un professionnel comme un avocat, on est en mesure d'avoir un capital action. Donc, le capital action, c'est ce qui détermine quel type d'action est-ce que la société peut émettre. Parce que qui dit société par action dit émission d'actions. Donc, le but, c'est d'être en mesure d'avoir certains types d'actions comme actions qui ont droit de vote, pas de droit de vote, participation, discrétionnaire. Donc, on peut vraiment avoir une panoplie d'options. Et généralement, pour être en mesure d'avoir ces options, mais il faut soumettre la documentation lorsqu'on procède à son incorporation. Si on s'incorpore seul, on n'aura pas forcément cette documentation en main. Donc, il faudra que, éventuellement, lorsque ça deviendra nécessaire, un avocat vienne modifier les statuts de constitution pour être en mesure d'insérer le capital action et forcément, ça engendre des coûts supplémentaires qui auraient pu être évités si dès le départ, on intègre le bon capital action dans nos statuts lorsqu'on fait la demande d'incorporation, autant au niveau fédéral qu'au niveau provincial. Généralement, ça ne suffit pas d'avoir uniquement des actions de catégorie A ou B, surtout si éventuellement on souhaite avoir des partenaires dans l'entreprise. Une fois qu'on a soumis la demande, on va recevoir ce qu'on appelle un certificat de constitution. Donc, le certificat de constitution, c'est ce qui va permettre d'avoir la confirmation de la création de l'entreprise et c'est le document dont on aura besoin pour ouvrir le compte bancaire pour la société. Donc, avec ce document, on est en mesure de passer à la prochaine étape qui est d'ouvrir le compte bancaire, qui consiste aussi à préparer le livre de minutes. Donc, le livre de minutes, c'est le livre qui regroupe les différentes résolutions d'organisation en lien avec la société. Si on simplifie le tout, certains d'entre vous ont sûrement déjà vu ce gros cartable noir. Il est aussi possible de le faire de manière électronique. Et ces différentes résolutions incluent la nomination du conseil d'administration, la souscription des actions. Et c'est la réelle et unique manière vraiment de confirmer la souscription des actions. Certains clients vont me dire qu'ils apparaissent sur le registre des entreprises, quelle que soit la province. Donc, on peut voir qu'il y a quelques actionnaires. Mais la réalité, c'est qu'il y a un nombre maximum d'actionnaires qu'on peut afficher sur ce type de registre. Et ce type de registre ne détermine pas quel type d'actions ont été émises ni le nombre d'actions par rapport aux autres actionnaires. Donc, pour avoir une vue d'ensemble et vraiment souscrire aux actions, il faut avoir des résolutions à cet effet en bonne et due forme. Surtout si vous êtes un investisseur qui va investir une somme en contrepartie pour des actions, vous voulez absolument avoir un certificat d'action ou des documents de souscription qui confirment vraiment que l'émission a été faite en bonne et due forme et qui est approuvée par le conseil d'administration. Une fois que ces étapes sont complétées, on va aussi devoir considérer est-ce qu'on a besoin de permis quelconque pour exploiter l'entreprise. Donc, si par exemple, on veut faire une entreprise qui fait de l'import, de l'export, il risque d'avoir des permis qui vont être nécessaires. Si on est dans le secteur aussi agroalimentaire, si on veut, exemple, faire des micro-prêts. Donc, votre industrie peut nécessiter d'avoir besoin d'avoir certains permis ou licences. Donc, à ce moment, il faut faire ses devoirs pour aller voir de quoi avez-vous besoin pour être en mesure d'exploiter l'entreprise de manière conforme. Et finalement, si ce n'est pas déjà fait, je le mentionnais tantôt, lorsqu'on reçoit le certificat de constitution, on peut ouvrir le compte bancaire et c'est nécessaire. Je vais rencontrer des clients qui créent leur entreprise un peu trop tôt, entre guillemets, donc de manière précoce, et c'est seulement 11 ou 12 mois plus tard qu'ils sont prêts à l'utiliser et c'est à ce moment qu'ils vont créer le compte bancaire. Mais je recommande de le créer plus tôt que tard parce que même lorsque on prend du temps pour démarrer nos activités, il arrive qu'on va avoir des dépenses d'entreprise qu'on va faire. On les fait de notre poche, mais c'est idéal si on est en mesure d'avoir la compagnie qui existe, d'avoir le compte bancaire, la carte de crédit pour effectuer les dépenses avec le bon compte bancaire pour faciliter la tenue de livre ainsi que la comptabilité. Parce que même si notre société, on ne l'utilise pas immédiatement, elle aura tout de même au maximum 12 mois plus tard à clôturer son premier exercice financier et à justement produire sa déclaration de revenus. Qu'on ait eu des revenus, des pertes ou rien du tout, c'est nécessaire, c'est une obligation légale. Pour en savoir plus sur vos obligations, les choses à faire après avoir complété son incorporation, j'ai une capsule sur le sujet que vous pouvez consulter. On a mis le lien dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter ou la partager. Je vous remercie de l'avoir regardé et on se voit dans la prochaine vidéo.